Bonjour, bienvenue à NUP, un podcast sur la décolonisation de la santé depuis le continent africain. Je suis Oumi Chongan. Nous avons le plaisir de débuter la série spéciale essentielle dédiée à la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Nous discutons avec une série d'invités de leurs passions, initiatives et leurs luttes et la manière dont les politiques publiques peuvent prendre en compte les aspects négligés des soins maternels et infantiles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec Awa Ndiaïdia, femme, mère, fondatrice de la start-up Nurel. Bonjour Awa. Bonjour, oui. Merci d'avoir accepté cette conversation Le aujourd'hui. plaisir est partagé. Awa, vous êtes de formation une ingénieure en télécommunications. Effectivement. Et vous avez mis en place une application web et mobile de Ouais. téléassistance et Mhm. sur le suivi de la grossesse qui est dénommée Nurel, on connaît. Et vous n'étiez pas encore mère à l'époque. Pourquoi avoir choisi d'innover sur la santé maternelle? Déjà, merci Oumé pour l'invitation. Ça fait plaisir de parler de notre passion. Comme on dit, nous, on est passionnés de l'humain et ça me permet aussi d'entrer dans ta question qui est pourquoi est-ce qu'on a choisi d'innover dans la santé? C'est né d'un vécu personnel Mhm. parce que je suis d'une famille. Et j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma famille qui sont décédées en donnant naissance, dont ma grand-mère et une de mes grandes sœurs, cousine, une de mes grandes sœurs qui est décédée en donnant naissance. Et j'ai grandi avec cette question-là, que je me posais souvent, à savoir pourquoi est-ce que les femmes sont toujours obligées de décéder en donnant la vie et que c'était injuste. Bon, moi, je suis passionnée d'informatique depuis le bas âge. Et donc, juste après mon baccalauréat, j'ai choisi de faire des études sur une filière informatique. Et c'est là où j'ai fait mes études à l'ESMT en ingénierie informatique. Puis, je me suis spécialisée en gestion de projets innovants et économie du numérique. J'ai aussi fait d'autres certifications en technologie émergente en Égypte, etc. Mhm. Et à un moment donné, j'ai voulu allier ma passion de l'informatique à cette cause que j'ai toujours voulu résoudre à ma façon. Et la meilleure des manières, c'était de créer une plateforme pour pouvoir aujourd'hui permettre à toutes les femmes qui sont dans les zones rurales et périurbaines d'avoir accès à des professionnels de santé partout, instantanément, sans limite, sans barrière géographique. Awa, vous avez en fait décidé d'entreprendre sur une plateforme digitale de suivi de grossesse. Vous n'étiez pas encore mère. Ensuite, vous êtes devenue mère. Comment cette expérience elle a pu nourrir ou pas finalement Nurel? Écoute, mais figure-toi que j'ai accouché dans un centre de santé de niveau 3. De niveau 3. Oui, de niveau Oui. 3. Et ça a été une très belle expérience et une très mauvaise expérience en même temps. Parce que moi, je me bats pour la santé des femmes depuis 2018. Je me bats pour l'accès à des professionnels de santé. Et à un moment donné, j'étais dans l'urgence, c'est-à-dire que j'accouchais de mon premier fils et entre l'hôpital et la clinique, il y avait une telle urgence que je ne pouvais plus arriver jusqu'à la clinique. Donc mon mari me dit, tiens, on passe par le centre de santé, c'est inévitable. Sinon, tu vas perdre beaucoup plus d'eau et tu vas être infecté parce que tu as déjà perdu les os. On n'a plus le choix. Il faudrait que tu accouches ici. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, vu qu'il y a l'urgence. Donc, on est allé au centre de santé, bon, je ne dirais pas le nom, qui est à Grand Yoff, dans le district de Grand Yoff. Et donc, figure-toi que le centre de santé déjà était plein. Ce jour-là, c'était comme si Dieu était en train de m'éprouver. Donc, on a vraiment appelé dans les autres structures de santé pour voir s'il y avait de la place pour qu'on puisse me transférer. Habituellement, c'est nous qui cherchons la place pour les gens. Oui. Et ce jour-là, Ouais. on cherchait de la place pour moi. D'accord. Pour Donc, accoucher de votre bébé. pour accoucher de mon bébé. Je suis Mhm. arrivée, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de place et que malheureusement, c'était une salle commune. C'était une salle commune, beaucoup de femmes Beaucoup de accouchées femmes accouchaient en même temps. en même temps. D'autres C'est vrai. criaient par-ci. Voilà, donc c'était vraiment le brouhaha dans la salle. Quand je suis arrivée, la salle était quand même pleine. Et D'accord. donc, on m'a mis dans le couloir en train d'attendre. Donc,
en attendant de faire les examens et en attendant aussi que ma situation puisse avancer. Parce que quand on est à un, 2, 3 doigts, il faudrait que ça avance. Mhm. Mais quand même, il y a de la douleur. Mhm. Et donc, à un moment donné, j'étais couchée dans le couloir sur une lit, en train d'être vue par des sages-femmes, par plusieurs sages-femmes, je dirais. Déjà, ça n'a pas été commode. Ouais, on vous Et consultait dans le couloir et oui, on plusieurs me sages-femmes consultait en dans même le temps. couloir. J'imagine que ce sont les moyens du bord. Mhm. Voilà, donc à un moment donné, il y avait une femme qui était en complication et qui devait faire sa césarienne. Et donc, ils m'ont demandé de rejoindre la salle. Et quand elle est descendue, je suis montée sur son lit Immédiatement. immédiatement. D'accord. Et là encore, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert le calvaire. J'ai eu un accouchement très, très long, un travail très, très long. Et à un moment donné, il ne savait plus s'il devait m'opérer ou bien me garder en situation d'accouchement normal. Parce que c'était très compliqué. Et j'ai vécu aujourd'hui cette grande salle. J'ai vu ces femmes-là qui étaient en train de souffrir, la situation, l'environnement qui n'était pas très commode. C'est-à-dire que tu peux avoir ta douleur en train tu es en travail, tu n'as pas d'assistance de tes proches, c'est-à-dire que ton mari ne pouvait pas entrer dans la salle, c'est-à-dire que tu es seul en fait. Tu es seul dans une salle commune où l'autre crie, l'autre accouche par là, il y a le sang, enfin, les médecins courent partout. Donc, ça m'a... C'était une autre expérience soumise. Et après, quand je suis sortie de là, je suis retombée malade. Parce que D'accord. j'ai fait 3 jours après mon accouchement, je suis rentrée chez moi. Et je me rappelle, c'était un jeudi. Et le lundi à 13 heures, je suis retombée dans les vapes, une crise postpartum. D'accord. Et on m'a redirigée direct vers cette structure de santé-là parce que c'est eux qui avaient mon dossier. Et quand je suis repartie là-bas, ils m'ont remis dans le même lit, en salle commune, où j'ai accouché. Ah oui, pour C'est-à-dire que la moi, j'ai déjà consultation. accouché. Oui, Ils me consultent dans une salle d'accouchement d'accouchement. au milieu de d'autres personnes qui accouchent. Et j'ai passé là-bas la nuit. Tu peux pas imaginer le calvaire que ça fait. Mentalement, j'étais pas bien. Et après, ils m'ont dit que j'avais une anémie sévère. C'est-à-dire que quand ils piquent, il y avait plus, le sang ne répondait plus. Donc, Mhm. il fallait qu'on me fasse une transfusion sanguine. D'accord. J'avais besoin de 2 poches de sang rapidement. Et ça, ça relève aussi d'une erreur médicale, je peux le dire comme ça, parce que pour moi, c'est, c'est inconcevable qu'une femme accouche, rentre chez elle jusqu'à ce qu'elle revienne à cause d'une crise, qu'on puisse déceler qu'elle a une anémie. Oui, l'anémie Parce n'avait que pas été déjà, quand confirmée. j'accouchais, j'avais perdu déjà beaucoup de sang. Mhm. Donc, il devait faire des analyses juste avant que je rentre à la maison pour s'assurer que j'étais en bonne santé. Donc, il fallait que je fasse une crise qui était très néfaste pour ma santé parce que j'aurais pu en mourir. D'accord. Et quand ils m'ont remis dans cette salle-là encore, ils m'ont surchargée mentalement parce que c'était encore l'environnement. En fait, j'étais en train de revivre le calvaire de mon accouchement. D'accord. Et donc, je suis sortie de là avec 2 prises de conscience. L'une, c'est qu'aujourd'hui, je me bats pour des femmes qui sont dans les zones rurales et périurbaines, qui accouchent dans des conditions très difficiles, Oui, sans moyens, sans professionnels de santé très qualifiés. Et Dieu m'éprouve en me mettant dans une salle commune pour que je puisse accoucher, pour faire l'expérience pour que je corporelle. puisse faire l'expérience et que je puisse voir en fait ce que ces femmes-là vivent réellement. Mhm. C'est-à-dire que au début, quand je faisais une jurelle, j'étais pas mère. Quand j'étais en bout de chemin, en milieu de chemin, je vais dire, j'ai vécu cette expérience-là. Parce que normalement, je devais accoucher en clinique Mhm. et l'urgence a fait que j'ai été transférée vers un hôpital de niveau 3. C'est même D'accord. pas un hôpital, c'est un centre de santé. Centre de santé, vous avez Voilà. accouché. Mhm. Donc, dans ces conditions-là. Et après, je me suis dit que, OK, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver pour me montrer que j'aurais, c'est une mission de vie Mhm. et que je devais continuer à me battre pour ces femmes-là. Et l'autre partie aussi, c'est de me rendre compte qu'il y a effectivement encore plus de surcharge mentale durant l'accouchement et après l'accouchement. Parce qu'après moi, mon accouchement, j'ai subi une dépression postpartum D'accord. parce que ça a été un chemin vraiment long. Ça a été long. Et quand je suis rentrée à un moment donné, j'étais tellement pas bien que
Un jour, je me rappelle, j'étais en train d'allaiter, c'était durant la première semaine après l'accouchement, j'étais en train d'allaiter mon bébé. Il criait tellement que je l'ai pris. Je suis allée voir ma mère dans sa chambre et je lui ai jeté le bébé. Mmh. Elle était tellement paniquée qu'elle m'a dit: «Waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Mais jette-le doucement, c'est un bébé, qu'est-ce que tu es en train de faire?» Là, je ne pouvais plus supporter les cris de mon bébé Oui. et je ne savais pas que j'étais en début de dépression postpartum. Et quand ça se manifeste, moi, par exemple, quand je regardais le bébé, je me disais que lui, il n'était pas mon bébé. En Mmh. fait, j'étais incapable d'être sa maman. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Mmh. Donc, tout me frustrait. D'accord. Je pleurais pour rien. Mmh. Même quand je vois, par exemple, mon mari, je pleure. Mmh. Quand je vois ma mère, je pleure. En Oui. fait, Et c'est l'excès d'hormones me poussait vraiment vers une dépression où je voulais même plus voir mon bébé. Donc, dans ces cas-là, c'était vraiment des situations très difficiles que les femmes vivent et que moi aussi, j'ai eu à vivre personnellement en étant entrepreneur et en étant initiatrice d'une Jurel. ignoré. Donc, tout aurait pu être parfait. Mmh. J'aurais pu accoucher dans de très bonnes conditions parce que les moyens ne manquent pas. Mais Dieu a décidé que j'allais accoucher comme tout le monde dans des centres de santé. Oui. Comme la majeure partie, je Partie des dirais, femmes, des ouais, femmes dans des les centres femmes de au santé. Sénégal, ouais. Et je ne dirais pas qu'ils ne m'ont pas apporté l'assistance nécessaire, mais j'ai vu les manquements, en fait, les limites de certaines structures de santé en l'ayant vécu. Mmh. Voilà. Donc, Super. c'est ça qui m'a beaucoup plus forgée. D'accord. Et du coup, est-ce que, il y a eu d'autres expériences, en fait, tout le long, qui ont nourri, le développement de cette application? Ça aurait pu être d'ailleurs quelque chose d'autre, une association et cetera. Vous êtes en télécommunication et donc vous expliquez que, ça va être, tout ce qui s'est passé, en fait, le passif en famille, Ouais. qui a, inspiré ce désir de d'innover, mais d'innover dans le digital, c'est très particulier. Est-ce qu'il y Ouais. a il y a d'autres expériences qui ont permis de nourrir en fait, l'application? Comment elle a été élaborée? Bah, écoute, en dehors du vécu personnel, on a beaucoup appris du vécu des autres Mmh parce mh. que dans les structures de santé, il y a un manque d'assistance des fois qui est notoire. Mmh. La prise en charge dans certaines structures de santé, surtout qui sont dans les zones rurales et périurbaines, est très lente. Le niveau d'urgence peut être très élevé, mais après, on est peu pris en charge ou très négligé. Et aujourd'hui aussi au Sénégal, on n'a pas l'habitude d'avoir des médecins de famille. C'est-à-dire qu'on peut être une femme à 3 heures du matin, par exemple, avoir des maux de ventre pendant sa grossesse et on ne sait pas à qui parler. Au moins, ne serait-ce que la première assistance avant d'aller à l'hôpital. Et c'est très important, surtout pour prévenir tout ce qui est urgence et complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, d'avoir des médecins qui sont très proches de leurs patientes. Mmh. Parce qu'en général, quand on est enceinte, c'est soit en rendez-vous, on va vers son gynéco, mais ce sont des rendez-vous chaque 2 mois, par exemple. Et c'est très long pour une femme quand on parle d'état, quand on parle d'une femme enceinte, c'est très délicat. Mmh. Donc, elle devrait avoir son médecin très proche d'elle à tout moment, comme ça va permettre de prévenir certaines complications. Mmh. Donc, c'est tout ça qui nous a inspiré à vraiment aller vers la technologie Njurel. D'accord. Et Nourel, en fait, pour, ceux qui ont jamais expérimenté cette plateforme, comment vous l'avez imaginé tout au début et quelles sont en fait, les informations capitales en fait qui sont dedans et quels sont les gens autour de Nourel? Est-ce que vous pouvez élaborer autour, pour qu'on puisse comprendre comment l'application est actuellement? Alors, Njurel, c'est une plateforme de téléconsultation. Mmh. Donc, qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont la mission est de réinventer la proximité entre les professionnels de santé et les patients. Et quand on parle de réinventer la proximité, aujourd'hui, la technologie est le meilleur moyen. Parce qu'aujourd'hui, un médecin peut être à Dakar, une femme à Louga, et qu'ils communiquent. Donc aujourd'hui, c'est la téléconsultation qui permet de faire ce lien-là. C'est-à-dire que c'est une plateforme aujourd'hui où le médecin s'inscrit, où la patiente s'inscrit. Ils ont tous les deux leur tableau de bord. Quand je prends par exemple le personnel du médecin, dans son tableau de bord, il peut gérer son agenda de patients, il peut avoir des statistiques sur ces patients qui ont été déjà vus, les patients à venir,
les rendez-vous à venir, par exemple les statistiques sur ses dernières consultations. Mhm. Il peut enregistrer de nouveaux patientes et il peut aussi confirmer ou déconfirmer des rendez-vous selon ses besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plateforme Ndure vient digitaliser les prestations médicales. Si je prends aujourd'hui la patiente dans son tableau de bord, elle peut choisir un médecin selon les spécialités et en fonction de ses besoins. Mhm. Elle peut mettre l'heure qui lui convient pour qu'elle puisse faire la téléconsultation. Donc, si le médecin est disponible, il confirme, sinon il déconfirme et à tout moment, la femme reçoit une alerte pour dire que, OK, ta consultation a été confirmée à telle heure pour le médecin tel ou bien ça a été déconfirmé et reconfirmé à une autre date ultérieure. Mhm. Et dans ces cas-là, quand l'heure arrive, la femme est alertée pour lui dire que dans 15 minutes, par exemple, vous avez une téléconsultation à faire avec votre gynéco, etc. Et donc, la femme aussi a la possibilité de voir ses dernières ordonnances, c'est-à-dire tout son carnet de santé euh, qu'elle a à portée de main. Normalement, dans toutes les structures de santé, on le digitalise et on lui permet d'avoir à partir de son smartphone ce carnet de santé-là qui comporte tous ses antécédents médicaux, ses dernières ordonnances, ses prescriptions, son suivi, ses constantes, etc. Mhm. Donc aujourd'hui, un médecin qui a une nouvelle patiente peut voir son historique médical. D'accord. Il peut voir son historique médical et si la patiente choisit de faire une téléconsultation, dès lors qu'ils aient déjà fait la téléconsultation, le médecin a la possibilité de mettre des observations ou bien de prescrire une ordonnance avec son cachet qu'il envoie à la femme en format PDF et la femme peut tirer cette ordonnance-là, aller vers une pharmacie qui lui est la plus proche et puis acheter ces médicaments-là en tout confort. Mhm. Et bien entendu, ça ne remplace pas les visites dans les structures de santé. Parce que ça aussi, ça a été une question qu'on nous pose souvent. Aujourd'hui, nous, on vient renforcer ce système-là. Parce qu'on se dit qu'il y a les visites prénatales qu'on demande aux femmes de faire. Oui, Et qui ça, sont c'est obligatoires. obligatoire. Mhm. Mais nous, on vient en cas d'urgence, par exemple, faire ne serait-ce que la première assistance, D'accord. compléter en fait ces niveaux de soins-là et permettre aujourd'hui, quand il y a urgence, de pouvoir lever toute complication grâce à la première assistance envers les femmes. Et vous expliquez que c'est sur une base volontaire pour les médecins. Mm. Quels sont en fait, comment vous avez démarché qui comme médecin ou Mhm. dans sur l'espace du territoire sénégalais, ça Oui. représente quel médecin, quel type de médecin, dans quel type de structure? Comment ça s'est passé au niveau du professionnel de soins? Oui, on est avec des réseaux de professionnels de santé Mhm. avec lesquels on travaille, à savoir des associations de médecins qui sont 120 au nombre de 120 ou plus sur le territoire national. En général, les spécialités qu'on a ou qu'on aborde, ce sont les généralistes, les gynécologues ou bien les nutritionnistes. Mhm. Voilà, donc tout ce qui touche la femme, les sages-femmes aussi, tout ce qui touche la femme, et maintenant aussi ça, les psychologues. Donc maintenant, tout ce qui touche la femme d'avant la grossesse jusqu'aux 1000 premiers jours Mhm. après son accouchement. D'accord. Donc, il y a la partie de la santé mentale, peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais pour ce qui concerne les médecins, les sages-femmes, donc il y a les psychologues et il y a les gynécologues. Est-ce qu'ils ont accepté d'emblée, en fait, de rallier cette plateforme et comment ça se passe, en fait, de façon matérielle pour pouvoir, en fait, y accéder ou se connecter en tant que professionnel? Oui, alors en tant que professionnel, le professionnel s'inscrit sur la plateforme D'accord. parce qu'on a détaché la plateforme du site web. En général, c'était lié. Mais aujourd'hui, le professionnel, il entre, il s'inscrit. Maintenant, quand il s'inscrit, bien entendu, peut-être qu'il y aura de faux profils, etc. Donc, pour pouvoir faire le tri, dès lors qu'un médecin s'inscrit volontairement, on prend le temps, en fait, de faire une enquête. Est-ce que c'est un vrai médecin? C'est quoi son parcours? Est-ce qu'il vaut la peine d'être ajouté à la plateforme? Et de là, on lui envoie une convention médicale qu'on signe entre une juriste et le professionnel de santé D'accord. pour nous assurer du bien-être déjà de la patiente, de l'utilisation des données
et de tout ce qui est cadre, en tout cas, de partenariat entre nous et les professionnels de santé. Et nous, c'est un revenu sharing parce que nous aussi, on permet aux médecins d'avoir des gains de revenus supplémentaires parce qu'en dehors de leurs heures de rendez-vous à l'hôpital, ils ont d'autres heures où ils consultent à travers la téléconsultation. Oui. Donc, ils sont payés. À la fin du mois, on fait le tri selon le nombre de consultations qu'ils ont déjà et nous, on prend notre pourcentage et on leur donne leur pourcentage. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment volontaire et chaque médecin a mis ses horaires. C'est-à-dire qu'il se dit que, OK, je peux consulter de telle heure à telle heure, l'autre vient, je peux consulter de telle heure à telle heure. Donc, sur la page de la patiente, quand il met, par exemple, gynécologue ou bien un médecin généraliste, elle peut voir les horaires d'ouverture du médecin, voilà, tout son parcours, en fait. Donc, Mhm. elle a la possibilité de choisir son médecin voilà, Ouais. librement. Et dans les structures de santé, on avait commencé à travailler avec des structures privées, c'est-à-dire qu'on leur personnalise la plateforme qu'on leur donne et ça, c'est à l'interne. Donc, ils gèrent leurs patients, leurs médecins à l'interne. Sauf que là, actuellement, la limite, c'est qu'il n'y a pas de loi sur la santé digitale qui est votée. Donc, il y a un blocage au niveau du gouvernement, au niveau Mhm. peut-être de l'Assemblée nationale, sur tout ce qui est loi sur la santé digitale. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre en place un produit sur le marché Mhm. euh, pour les cliniques, en tout cas pour les structures de santé, sans être protégé par une loi. D'accord. Ouais, Donc pour l'instant, ça opère en dehors d'un cadre juridique formel pour le Sénégal, ouais, mais il y a eu quand même, vous êtes passé pour la question des données, ouais, etc., ouais, sur l'autorité en charge, etc. ouais. Et pour le côté patiente, Mhm. hein, comment ça se passe? Qui sont en fait les patientes usagères de cette plateforme? Quel est leur profil en fait? Est-ce que c'est vraiment les usagères clientes de ces médecins en général, Mhm. ou vous avez regardé de façon élargie, enquêté pour Ouais. pouvoir avoir un public diversifié? Comment ça s'est passé? Bah écoute, au début, on a fait des études Mhm. de terrain D'accord, parce qu'on était très focus sur les zones très reculées. d'accord. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites, des barrières, surtout côté infrastructure. Parce que quand on parle de technologie, ça a besoin d'être hébergé par des infrastructures fortes. Quand on va dans les structures de santé, il faudrait qu'il y ait au minimum du matériel ou bien du Wi-Fi ou etc. Un Un ordinateur. ordinateur, etc. Mhm. Et il n'y a pas tout ça dans les structures de santé. Au contraire, même pour la prestation médicale, il y a un problème d'équipement. Et donc, on s'est rendu compte que même si 70% de nos cibles sont là-bas, il fallait commencer par la zone périurbaine. Et donc, on s'est rendu compte en fait que ce Autour sont des les villes. mêmes, oui, ce sont les mêmes réalités, sauf que c'est l'environnement qui diffère. Parce que ce sont les gens qui sont dans les zones rurales qui se versent dans la banlieue. Donc, ils vivent la même chose que dans les zones trucs. Et ce qui amène aujourd'hui une surcharge au niveau des hôpitaux et une prise en charge très lente. Mhm. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail. Et donc, aujourd'hui, nos cibles sont les femmes entre 15 et 45 ans. Voilà, donc le profil type majoritaire, ce sont des femmes. Mhm. Entre 15 et 45 ans, donc entre 15 et 20, on considère que ce sont les ados jeunes. Et entre 20 et 45 ans, on considère que ce sont la cible la plus mature. Voilà, donc ils ont besoin d'assistance. Et bien entendu, les besoins ne sont pas les mêmes parce que les jeunes sont plus intéressés par la dignité menstruelle, les questions de règles, SOPK, etc. Et donc les femmes, elles ont plus besoin de gynéco, de sage-femme. Voilà, c'est plus la maternité. Et l'ensemble de ces besoins sont déclinés au niveau de la plateforme Oui, Yorel? l'ensemble de ces besoins sont déclinés au niveau de la plateforme à travers les spécialistes qui Mhm. sont présents dans la plateforme. Oui, Ouais, santé menstruelle, etc. ouais. Et vous avez parlé en fait des obstacles liés au manque d'infrastructures en fait qui sont propres au système de santé, aux structures, mais au niveau des usagères,
j'imagine, je présume qu'il peut y avoir un manque de connexion, une possibilité, une impossibilité financière d'acheter des données, et cetera, pour pouvoir se connecter. Comment Durel répond, en fait, à est-ce que ces problèmes, vous les avez vus et comment vous y répondez? Bien sûr, on a rencontré ces problèmes-là dans les zones comme Ziguinchor, Kolda ou Matam, Mmh. parce que ce sont des zones un peu du nord ou très sud, Mmh. si je peux dire comme ça. Mais par contre, ça a tendance à changer, si je dis comme ça, parce qu'au début, on dit que, enfin, il y avait le constat à savoir que il n'y a pas beaucoup de femmes, par exemple, qui avaient un smartphone, mais quand même, elles avaient ne serait-ce qu'un téléphone. Même si ce n'est pas un smartphone, elles ont un téléphone. Donc, Oui, ce téléphone-là, ça peut permettre de répondre à un appel ou bien d'envoyer des messages. Donc, les plus aisés avaient des smartphones, mais la majeure partie n'ont pas de smartphone. Mais quand même, il y a des téléphones dans les zones rurales et périurbaines. Donc, ça aussi, il y a une couverture, en tout cas, téléphonique au niveau des zones rurales et périurbaines, même si la connexion n'est pas trop ça. mmh, Donc, aujourd'hui, ces types de cibles-là, nous, on les aborde à travers un service de téléassistance parce qu'il faut savoir que la téléconsultation et la téléassistance ne sont pas les mêmes. La d'accord. téléconsultation, c'est de l'appel visio, c'est-à-dire que c'est un contact visuel à travers une vidéoconférence ou bien à travers une plateforme. Mmh. La téléassistance, aujourd'hui, c'est un centre d'appel. Donc, D'accord. aujourd'hui, enfin, nous, on est passé par Giguinchor, c'est là où on a migré de la téléconsultation vers la téléassistance, même si aujourd'hui on fait les deux. Parce qu'il faut savoir que Jurel aussi, c'est aussi un centre d'appel de téléassistance médicale, de même que la plateforme. Donc les deux systèmes se rejoignent, mais euh, au niveau de la technologie, elles ne sont pas les mêmes. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ouais, mais La pas en plateforme de place. téléconsultation, c'est une plateforme web. Oui, La plateforme, le système de téléassistance, c'est un centre d'appel, c'est une hotline. d'accord. Et c'est pour permettre aujourd'hui aussi d'aborder cette cible-là, qui sont dans les zones très reculées, qui n'ont pas de smartphone, mais qui quand même ont un téléphone portable et une puce pour répondre et pour demander des avis ou bien des conseils médicaux. D'accord. Voilà. Donc D'accord. nous, c'est comme ça qu'on aborde en fait les cibles qui sont dans les zones rurales et périurbaines. D'accord. Et comment vous avez, essayé de répondre à est-ce que vous avez fait une enquête sur les besoins, en fait, de ces femmes? Vous les connaissez? Vous les avez rencontrées? Et comment, en fait, ça a impacté l'itinéraire, la trajectoire de Nurel? Bah écoute, nous au début, en tant que jeunes, on était juste dans notre chambre en train de créer une technologie qu'on se disait innovante. Oui. Voilà, à travers la télésurveillance. Parce que la télésurveillance, c'est comme quand on est chez soi et qu'on a des capteurs autour de soi, que ça peut être une montre, un bracelet ou bien même une bague. Mmh. Le médecin peut être à Dakar et quand la femme qui est suivie par son médecin a des complications, le système alerte le médecin à travers ses constantes. Par exemple, quand elle a une forte tension artérielle, le système envoie une alerte au médecin pour lui dire que votre patiente a une forte tension artérielle ou bien son cœur, ses battements cardiaques sont en train de s'accélérer. Oui. Donc, nous, on était partis de ça au début. Donc, comme je l'ai dit, c'était un projet d'élèves, voilà, qui était dans notre chambre, dans notre bulle. Mais à un moment donné, quand on a lancé le projet, ça a été un échec total. D'accord. Il y Oui, a une 1re fois oui. où après un déploiement, Après un vous premier êtes tombé. déploiement, ça a été un échec total. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé vers nos cibles. On D'accord. n'a pas pris le temps de connaître les besoins et les réels problèmes des personnes à qui on offrait une telle technologie. Mmh. Il y avait des réalités à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le manque d'éducation, si je peux le dire comme ça, de certaines personnes, surtout nos cibles qui sont des femmes dans les zones périurbaines et rurales, donc qu'il fallait aussi prendre en compte. Et Manque donc, d'éducation au numérique. au numérique, Au oui, numérique, au hein? numérique, et Mmh. même manque d'alphabétisation, si je Mmh. peux le dire comme ça. Ce sont les deux, ce sont Mmh. les deux qui sont liés. Et donc, à un moment donné, quand on a subi cet échec-là, il y a eu mon mentor qui m'a dit, bah écoute, Awa, il est temps que tu ailles vers tes cibles, il est temps que tu descendes sur le terrain. Parce que si tu ne parles pas à tes cibles, tu ne peux pas avoir une bonne orientation. Je lui ai dit, OK. Donc moi, dès le lendemain,
à partir de 7 heures du matin, j'étais avec notre CTO déjà qui est à Paris. Et actuellement, il travaille pour la Bourse de France, Babacar. Donc, on prenait la route de 7 heures du matin au soir, on faisait le tour des quartiers. On a commencé à Liberté 6, on est allé vers Kermassa, on est allé vers Pikine, etc. Juste pour pouvoir benchmarker, juste pour pouvoir leur dire que, OK, voici notre MVP, voici ce qu'on propose, qu'est-ce que vous en pensez? Juste poser des questions. Je me rappelle aussi, on est allé à la clinique médicale. On a trouvé des médecins formidables là-bas qui nous ont orientés, des patients, etc. Et donc, à partir de ça, on est reparti, retravailler sur la solution. On a sorti un premier MVP. Et donc, ça nous a permis aussi de nous dire que, OK, la télésurveillance, ça allait être un système très lourd à développer à un premier niveau. Donc, il fallait passer à un autre système qui est beaucoup plus léger. Donc, comment passer d'un système qui est très instantané à un système qui peut permettre de rapprocher, tout aussi de rapprocher un patient de son médecin. On a continué à faire des recherches et c'est là qu'on est allé vers la téléconsultation. Et donc, on a refait la plateforme de téléconsultation et on est reparti sur le terrain pour le relancer. Et là, on a eu aussi des feedbacks. Je me rappelle quand on a décidé de prendre des locaux à Liberté 6, on a invité des médecins là-bas, le corpus médical. C'est une association de médecins, ils étaient avec nous là-bas. Et donc, ils ont pris le temps de voir la plateforme, de dire que, OK, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça arrange le médecin, ça n'arrange pas le médecin, il faut le cacher, une ordonnance se présente comme ça. Voilà, donc on a pris le temps de faire le UX design pour la partie dashboard médecin. Ensuite, on est allé voir 40 femmes. Et chaque femme, selon les personnages qu'on s'était fait au bureau, chaque femme nous a dit, OK, les couleurs, il faut changer ceci, il faut changer cela. Et donc, du coup, on a refait la plateforme parce qu'au début, notre premier problème, Oumi, c'était que il n'y avait pas une telle plateforme au Sénégal. Donc, on ne pouvait pas prendre un modèle étranger et l'imposer au Sénégal. Il fallait qu'on le développe from scratch. Il fallait qu'on le développe from scratch avec les réalités d'ici. Et ça demandait un autre travail de terrain parce qu'il faut non seulement que la plateforme soit très bien designée, pas trop lourde, pas trop compliquée d'utilisation parce que les personnes qu'on aborde ne sont pas très digitales. Et ensuite, il fallait aller voir ces personnes-là, leur présenter la plateforme pour qu'ils puissent être des utilisateurs. Parce que quand on passe d'une étape d'idéation à une étape MVP, il faudrait que le MVP puisse acquérir ses premiers utilisateurs. Et ça aussi, ça demande beaucoup de travail de terrain. Et ça, c'est parce que ça, c'est la première validation. Maintenant, la première validation permettrait à la plateforme d'acquérir ses premiers clients, c'est-à-dire d'aller vers de nouvelles étapes. Et donc, ça aussi, on a pris le temps de faire des régions, des localités qui étaient assez reculées pour voir vraiment l'impact de notre plateforme pour la population. Et c'est là qu'on a commencé à acquérir de nouveaux utilisateurs. C'est là qu'on a vu avoir la demande qui était là, qui était croissante. Et donc, de fur et à mesure qu'on faisait des zones assez reculées, on est tombé un jour on est allé à Ziguinchor. Et donc, quand on a terminé tout notre étude, on est tombé sur des femmes, en fait, qu'on était en train d'interroger. Et donc, elles nous ont dit, OK, le système, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose de plus facile d'utilisation? Parce que nous qui n'avons pas de smartphone, il faudrait qu'on ait aussi accès à des professionnels de santé. Et quand on a bouclé, on était en team building, on a commencé à réfléchir. C'est vrai que cette question-là, ça revient très souvent. On a la plateforme, c'est vrai, on a commencé à lancer, etc. Ça a ses utilisateurs, mais à un moment donné aussi, celles qui n'ont pas de smartphone, il faut leur offrir quelque chose. Et c'est là qu'on a décidé de prendre deux numéros de téléphone, deux numéros 76 qu'on a donnés à deux médecins. L'un était gynécologue et l'une était sage-femme. Non, l'un était généraliste et l'une était sage-femme. Et donc, on a décidé de lancer dans nos réseaux une campagne de communication sur ces deux numéros-là pour voir juste si l'idée d'appeler et de joindre son médecin directement allait fonctionner. Et donc, on a gardé ces deux modèles-là. L'un, c'est juste pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à la plateforme. Qu'elles puissent
derrière un coup de fil, avoir les conseils d'un professionnel de santé et l'autre, c'est la plateforme. Et quand on a fait ces tests-là pendant 2 mois, 3 mois, on a vu qu'il y avait beaucoup de rebonds. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, pourquoi ne pas en faire une hotline? On est allé voir la RTP, on est allé voir l'Africa Mobile et c'est là qu'on a discuté avec eux et les opérateurs à pouvoir mettre en place un numéro 202 003 Oui. pour qu'il y ait des médecins derrière pour ces personnes-là qui instantanément ont besoin réellement d'un professionnel de santé au bout du fil, Oui. rapidement, même sans Ouais. téléconsultation. Donc aujourd'hui, on a ces deux systèmes-là sur lesquels on balance, donc à savoir le système de téléconsultation et le système de téléassistance médicale et psychologique. Oui. Et il y a la partie dans les services en fait qui sont offerts au niveau de la plateforme, il y a la santé mentale. Oui. Je crois que, en fait, officiellement, la question de la santé mentale, notamment la dépression postpartum, donc après l'accouchement, ne Ouais, fait pas partie des indicateurs, hein. ouais. Et vous militez, vous, pour la santé mentale, des femmes après leur accouchement. Comment, en fait, parvenez-vous à parler ou, à digitaliser la question de la santé mentale à travers la plateforme? Est-ce Mhm. qu'elle se limite à cela ou est-ce qu'il y a d'autres activités, en fait, qui sont déployées en dehors En du dehors. digital? Bah écoute, ce sont nos campagnes qui nous ont permis de faire le link entre la santé physique et la santé mentale. Je Oui, m'explique. C'est-à-dire que quand on a fait des zones reculées, oui, on s'est rendu compte que la majeure partie des femmes qui étaient en complications de grossesse, enfin, les complications de grossesse de ces femmes-là, dans les zones très reculées, étaient liées aux conditions de vie conjugales, par exemple. d'accord. Donc, il y avait beaucoup d'aspects de violence physique, conjugale ou économique qui se répercutaient dans leur grossesse et qui faisaient que ces femmes-là perdaient leur bébé ou Mmh. avaient des complications à la fin de leur accouchement et ça a causé beaucoup de décès parce Oui, que mentalement, elles n'étaient pas bien préparées. Et donc, on a vu de ces cas-là et donc, on s'est dit à un moment donné, c'est bien de travailler pour le bien-être physique de la femme, mais avant ça aussi, il faudrait que la femme, mentalement, qu'elle soit bien à accueillir une grossesse. mmh. Donc, c'est là qu'on a mis en place un système de collaboration avec des psychologues. Le premier, c'est le cabinet psychologie et conseil du docteur Tin. C'est avec lui qu'on a collaboré en premier. Mmh. Et ensuite, on a aussi des psychologues après avec lesquels on travaille, comme le psychologue des Persicanes, etc. On a aussi beaucoup travaillé avec Jeanne Diaw sur ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, pour nous, c'est très important d'aborder la question de la santé mentale sur nos plateformes. Et donc, les psychologues sont inscrits à la plateforme. Ils sont aussi au niveau du centre d'appel médical et de téléassistance psychologique, ça s'appelle comme ça, pour permettre aujourd'hui, en toute confidentialité, d'écouter ces patients-là qui veulent dénoncer, D'accord. ou Ils bien peuvent qui ont, appeler, et avoir peuvent un appeler à avoir un professionnel en bout de professionnel ligne. derrière. Oui. Et aujourd'hui aussi, on a mis en place une communauté panafricaine de femmes Mmh. qui s'appelle Chica Africa, qui œuvre aussi dans la santé mentale et la résilience des femmes, en leur permettant d'avoir une sororité autour d'elles et des spécialistes qualifiés pour les accompagner dans le développement personnel et mental. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est des femmes, des usagères de Nurel qui sont réorientées vers, en fait, ce réseau ou en fait, ce réseau s'est élargi niveau terrain? Oui. Donc vous dites c'est panafricain. Est-ce que c'est que voilà, est-ce que c'est ces usagères ou c'est un autre type de profil de personnes, en fait, qui peuvent lier ce réseau? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sur la santé mentale seulement? Oui, alors, Njurel avait un programme qui s'appelait Summer Badgen, donc qui D'accord. a aujourd'hui permis de sensibiliser plus de 800 personnes. 800 personnes 800 qui ont personnes, été oui, qui sensibilisées. ont été sensibilisées, particulièrement des jeunes filles. Mmh. Et donc, à un moment donné, on s'est dit qu'OK, il faut plus l'élargir. Et donc, on ne voulait plus coller, si je peux dire comme ça, associer en fait la partie sensibilisation, activité sociale, etc. à Njurel, parce que Njurel a vocation de développement de technologie médicale. Donc, c'est deux choses à part. Donc, D'accord. on a créé carrément une autre entité qui a pour vocation d'être une organisation panafricaine. Actuellement, on se concentre sur le Sénégal et on veut aller vers la Côte d'Ivoire, le Mali et d'autres pays africains, la Gambie surtout.
parce qu'on a déjà des adhérentes qui sont dans ces pays-là. Mhm. Et même dans la diaspora, on a le Canada, on a les États-Unis, par exemple. Et donc, c'est une communauté qui grandit, qui n'est pas forcément liée à Ndjurel et qui aujourd'hui agit sur différents pôles. La dignité menstruelle, la santé reproductive, la nutrition et l'enfance saine, la santé mentale, la résilience. Et aussi, il y a un fonds de solidarité pour aider ces femmes-là en situation de vulnérabilité qui ont besoin d'assistance dans leur, euh, dans leur santé. D'accord. Justement, c'est peut-être un sujet pas très connu, pas assez discuté, qui demeure encore tabou, c'est sur la dignité menstruelle. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait quelles sont les problématiques qui sont liées aux menstrues, aux règles, et en fait à quoi ce réseau, quelles sont les solutions qui sont apportées? Bah écoute, mais je vais te donner un exemple. Mhm. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont victimes de stigmatisation à l'école quand elles voient leurs règles. Il y a beaucoup aussi de jeunes filles qui, quand elles voient leurs règles, elles ne savent pas comment se comporter. La question d'hygiène intime pendant les menstruations, c'est très important. Mhm. La personne aujourd'hui, le Sénégalais lambda, ne prépare pas sa fille à toutes ces questions-là. C'est-à-dire que tout ce qui est santé sexuelle, tout ce qui est menstruation est vraiment tabou au Sénégal. Donc nous, aujourd'hui, on vient apporter un accompagnement pour déconstruire d'abord les tabous et ensuite mettre en place des leviers qui permettent aujourd'hui à ces jeunes filles-là de pouvoir savoir comment se comporter en temps de règles, où est-ce qu'elles doivent être orientées en fait. C'est vraiment un travail d'orientation et de D'accord. sensibilisation. Aujourd'hui aussi, on voit beaucoup de filles qui sont dans la rue, qui sont des mendiantes, si je peux le dire comme ça, qui n'ont pas de protection menstruelle. Oui. Mais et aujourd'hui aussi, on se pose la question, comment est-ce qu'elles vivent leur menstruation dans l'environnement où elles sont? Parce que tout le monde sait qu'elles sont dans la rue. Donc, toutes ces questions-là, on aimerait l'aborder à travers le pôle de dignité menstruelle. On fait des activités de distribution de de serviettes hygiéniques dès qu'on le peut, d'accompagnement et de conseils aux adolescentes. Ouais. D'accord, OK. Bah, c'est très intéressant. Awan Yaïcha, merci beaucoup pour cette conversation DUP. Merci, mais le plaisir est partagé. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau épisode de DUP. Vous retrouverez cet épisode sur nos plateformes habituelles YouTube, AfriPods, Spotify et Apple, ainsi que d'autres plateformes d'écoute de podcasts.